Alors, bonjour, Monsieur Pierre de Lion. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité sur notre chaîne consacrée au médico-social qui souhaite aborder les raisons psychopathologiques, historiques, politiques, économiques de ce champ si vaste qu'est le médico-social. Je rappelle que vous avez été jusqu'en 2016 chef de service en pédopsychiatrie au CHRU de Lille et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Le développement de l'enfant expliqué aux enfants d'aujourd'hui aux éditions RS, Écouter, soigner et comme sous-titre La souffrance psychique de l'enfant, paru aux éditions Albin Michel, L'enfant autiste, le bébé et la sémiotique, paru au PUF, et Mon combat pour une psychiatrie humaine, toujours chez Albin Michel, où vous retracez votre parcours et la liste n'est pas exhaustive. Nous souhaiterions… Avec Patrick Coupchou. Avec Patrick Coupchou, absolument, vous avez raison de le rappeler. Patrick Coupchou, tout à fait. Nous souhaiterions, Monsieur de Lion, aborder avec vous quelques questions qui concernent l'évolution de la pédopsychiatrie au cours de ces dernières années, notamment, alors j'égrène les quelques questions, le discrédit de plus en plus important de la causalité psychique au profit d'une explication neurodéveloppementale dans la pathologie de l'enfant et de l'adolescent, la place des associations de parents dans notre champ clinique et les institutions organisatrices de ce champ, l'importance de cette nouvelle organisation de soins en pédopsychiatrie qui aborde et qui accorde plutôt une place prépondérante aux plateformes et qui s'est fait connaître au travers des cahiers des charges édictés par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine à l'attention des CMPP de cette région. D'autres questions seraient importantes à aborder, notamment l'impact des nouvelles technologies dans la pathologie des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Mais voilà, ce sont les quelques questions importantes que nous souhaiterions aborder avec vous. Et je vous passe tout de suite la parole pour que vous puissiez piocher sur ces thèmes et peut-être même partir sur un autre thème auquel nous n'avons même pas songé à vous interroger. Allez-y, Monsieur de Lion, c'est à vous. Merci. C'est une vraie quantité de questions impressionnantes que vous me posez. Oui, tout à fait. Bon, la première question sur la prépondérance du neurodéveloppemental par rapport à la causalité psychique. Bon, non, parce que la prédominance du neurodéveloppemental sur la causalité psychique, ça me semble être vraiment une plaisanterie si ce n'était pas si dramatique. Hein. Bon. Bien sûr que le génome a une énorme importance dans la vie de chacun d'entre nous, puisque c'est ce qui nous conduit à disposer d'un corps. Ce n'est pas la moindre des choses. Donc, c'est absolument essentiel. Et donc, le neurodéveloppement pour mettre en musique l'équation génétique est absolument nécessaire également. Mais aucun neuropédiatre de bon sens et aucun généticien de bon sens pense qu'il suffit de la génétique et le neurodéveloppement pour qu'on devienne ce qu'on est devenu. Tout le monde pense, même les généticiens ont inventé un concept formidable qui s'appelle l'épigénétique pour traiter de la question de l'environnement dans lequel le génome peut prendre consistance ou pas. Donc, c'est dire que les gens qui ont réfléchi de façon sérieuse à ces questions ont eux-mêmes modifié leur épistémologie pour l'enrichir progressivement, la complexifier, comme dirait notre vieux maître Edgar Morin, et en faire quelque chose qui est tout sauf l'ami de la simplification. Hein. Donc, dire aujourd'hui avec une outrecuidance qui est, à mon avis, sadique, hein, c'est vraiment, on voit bien qu'ils jouissent d'un sadisme mal placé, c'est dire des choses qui n'existent pas et qui n'existeront sans doute jamais complètement, c'est-à-dire mettre en avant le neurodéveloppement et les neurosciences comme étant la clé, l'alpha et l'oméga de la vie humaine. C'est purement et simplement de la… Enfin bon, moi c'est comme ça que je le dis. Donc il faudra trouver un autre mot pour le transcrire. Mais enfin bon. Donc il me semble que j'ai toujours personnellement défendu dans mes enseignements et dans mes conversations avec les étudiants, avec les collègues, l'idée que les neurosciences étaient trop importantes pour qu'elles
soient traités comme Poutine ou comme Xi Jinping, c'est-à-dire comme des dictateurs, hein. C'est-à-dire c'est véritablement un pays qui est en train de se développer à une allure absolument vertigineuse, on est tous d'accord là-dessus. Les découvertes qu'ils font sur le plan de la causalité physiologique sont phénoménales et vraiment, personnellement, me passionnent à chaque fois que je peux en prendre connaissance. Mais en aucun cas, elles ne suffisent à traiter la question de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie d'adulte non plus, hein. Bon, donc, Absolument. puisque c'est la pédopsie qui nous concerne, c'est la question du développement qui est au centre et le développement ne peut pas se faire sans qu'il y ait des autres qui soient là autour des petits-enfants en développement. Même Louis II de Bavière a fait des expériences désastreuses en montrant que si on ne s'occupait pas des petits-enfants comme ça, ils devenaient complètement autistes artificiels, hein, et donc c'était terrible pour eux. Bon. Donc, après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, les neurosciences ont une avance sur nous, c'est qu'ils sont bien vus par la population générale comme étant des gens qui sont capables de mettre en équation de façon lisible les phénomènes qu'ils étudient. Le problème, c'est que les phénomènes qu'ils étudient nous éclairent sur la généralité des phénomènes cérébraux et neurologiques en général, mais en aucun cas sur la particularité qui concerne ce patient qui est là devant moi, hein. Et donc, évidemment, de la loi générale, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Je prends l'exemple le plus facile, c'est celui du fameux trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Bon, c'est évident que pour les quelques diagnostics qui sont avérés, on sait bien que sur les 5,9%, il y en a quelques-uns qui sont des vrais TADA, mais la plupart ne sont pas des TADA. Et pourtant, on va les mettre sur Ritaline, hein. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment complètement un sophisme d'aujourd'hui, hein, qui consiste à dire, puisque ça marche avec les vrais TADA, tous ceux qui sont comme des TADA, on les met aussi sur Ritaline et vous voyez, ça marche. Alors ça marche pour qui? Pour les enfants qui sont un peu excités, parce que c'est vrai que ça les apaise un peu pendant quelques temps, mais ça modifie profondément leur rapport au monde. Donc Oui. comme ça, c'est clair. Alors voilà, donc je pense que cet exemple-là montre bien qu'il y a une sorte de possibilité de s'adosser sur la description de quelques maladies particulières qui peuvent être aidées par des médicaments et pour lesquelles la causalité semble assez facilement, on pourrait dire, soluble dans une causalité linéaire, hein. C'est-à-dire il a un TADA, on lui met de la Ritaline, il a plus son TADA, donc voilà le modèle sur lequel il faut qu'on traite tous les autres trucs. Bon, Voilà. je rappelle qu'en 1822, Bell avait découvert que le délire mégalomaniaque des paralysies générales d'origine syphilitique était en rapport avec le fait que c'était une syphilis tertiaire et que c'était dû à l'infection par la syphilis. Et Oui. tout le 19e siècle a cherché à mettre en lien des causalités anatomo-cliniques, hein. Et qu'est-ce Absolument. qu'on a trouvé comme résultat? On n'en a pas trouvé. La syphilis tertiaire et quelques tumeurs cérébrales. Donc, si vous voulez, il me semble qu'on se retrouve dans le même genre de choses et que, évidemment, ça paraît simple aux yeux du public général. Et ces gens-là qui sont finalement relayés par nos politiques, nos responsables politiques qui ont choisi non pas la rigueur scientifique, mais la démagogie d'allure scientifique, eh bien, cèdent à ces sirènes-là et veulent expliquer au peuple que la pédopsie, c'est assez simple finalement. Il y a l'état d'âme d'une part, hein, les troubles, on pourrait dire, des troubles de l'envahissement comment j'appelais ça à une époque, j'appelais ça les troubles envahissants du mouvement ou enfin je sais pas quoi, un truc comme ça. Oui. Et puis il y a les TED, c'est-à-dire qu'on appelle les TSA aujourd'hui. La pédopsie a affaire à ces deux populations-là. On a presque trouvé le génome de l'autisme, donc de toute façon, ça va bientôt se régler. Il suffit de faire du diagnostic, etc. Et après, on fait un peu de comportementalisme et le problème est réglé. Et Macron, encore cette semaine, à la journée de l'autisme à Grenoble, a dit bon, il faut que la France rattrape son retard énorme en matière de pédopsychiatrie. C'est pas acceptable qu'on soit comme ça en retard sur le plan de l'autisme et tout. Enfin, des déclarations qui sont complètement irresponsables, hein, parce que
et disqualifie totalement tout ce qui est en train de se passer du côté de la pédopsie, qui est quand même une espèce d'énorme révolution intégrative qu'on a faite depuis 30 ou 40 ans et qui conduit à être, quand on est pédopsychiatre avec une équipe digne de ce nom, à faire de l'accueil de l'enfant quelque chose d'extrêmement complexe et centré sur cet enfant-là et pas sur les populations générales définies par le Je DSM. je crois même savoir, si vous voulez, Monsieur de Lyon, je crois même savoir que vous-même tenez à, enfin quand vous étiez effectivement, ou comme vous êtes, je ne sais pas encore, ces consultations, de les mener avec un neuropédiatre, je crois. Vous faites une consultation absolument. à deux, je crois. Oui, oui, Hein, c'est absolument. Pendant 15 ans, j'ai fait une consultation commune avec mon collègue, le prof de neuropédiatrie de Lille, qui s'appelle Louis Vallée. Et donc, justement, pour essayer de faire que ensemble, le neuropédiatre et le psychopathologue transférentiel, c'est comme ça que j'appelle la pédopsie maintenant, puissent apporter chacun leurs compétences pour traiter les cas complexes que certains enfants présentent. Par exemple, un TADA déprimé ou un épileptique adhésif ou bien un TSA avec des difficultés neurologiques, etc. Tous ces troubles-là des enfants, on les a accueillis ensemble et ensemble, on essayait d'aider les parents à se fabriquer avec nous la théorie de la maladie de leur enfant. Et à chaque fois que la théorie se fabriquait avec nous, ben, elle n'était pas fabriquée uniquement avec les neurosciences, elle était fabriquée aussi avec la psychopathologie transférentielle. Donc il me semble que au fond, c'est une espèce de mauvais procès qu'on a fait à la psychiatrie de tout temps. C'est un mauvais procès qu'on fait aujourd'hui à la pédopsychiatrie parce que on trouve que vraiment les pédopsychiatres sont des gens qui sont tellement influencés par la psychanalyse que par définition ils sont mauvais, ce qui est quand même aussi un aphorisme d'aujourd'hui qui est complètement incroyable. Hein. Quels sont les psychanalystes des 30 dernières années, à part quelques fous dangereux, qui ont dit cette mère, c'est elle qui est la cause de l'autisme de son enfant. Enfin, quand même, hein, ça n'existe plus beaucoup quand même, il faut bien reconnaître. Et ben, c'est toujours ce même argument qui sert à disqualifier la psychanalyse aujourd'hui. Donc, c'est vraiment invraisemblable hein, qu'on soit traité comme ça. Et je dirais même plus, par rapport à notre dignité de pédopsychiatre, c'est même invraisemblable que les pédopsychiatres se laissent traiter comme ça. Hein. J'en veux beaucoup à nos organismes représentatifs qui n'ont jamais poussé leur gueulante au ministère en disant « arrêtez de nous emmerder avec vos... » La pédopsie, c'est nous et on représente le savoir clinique, etc. Faites-nous confiance, arrêtez de nous emmerder avec vos histoires qui sont des simplifications abusives. Hein. Donc, ce que je trouve intéressant, Monsieur de Lyon, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait d'avoir créé cette consultation et en présence des parents, d'apparaître d'eux, c'est-à-dire à la fois les neuropédiatres et le pédopsychiatre que vous êtes, de dire aux parents, en gros, par votre présence même, qu'il y a là une complexité et que la question que pose l'enfant est une question qui ne peut pas être simplifiée et qui doit être perçue par deux parcours et d'autres façons d'aborder, je dirais presque réalités, et qu'il faut que l'une et l'autre puissent effectivement être prises en considération. Exactement. C'est d'ailleurs de cette constatation que vous subhonorez qu'est venue cette consultation. C'est-à-dire, le petit gamin a été vu par le neuropédiatre plusieurs fois, puis au bout d'un certain temps, il disait, bon, bah, écoutez, il faut aller voir le pédopsychiatre. Hein. Donc, le pédopsychiatre a été perçu comme vraiment le type qu'on va voir quand il n'y a plus rien d'autre à faire par défaut, et il arrivait très tard, et en fait, ça ne donnait rien non plus. Donc, si vous voulez, il y a cette constatation qu'on a fait l'un et l'autre dans nos champs différents, qui nous a amené à faire ces choses ensemble. Et total, on a vu les gamins beaucoup plus tôt et on les a vus non plus dans une dynamique de bon, puisque c'est pas neurologique, c'est donc pédopsychiatrie par défaut, mais dans une logique de complexité, c'est-à-dire c'est les deux et probablement qu'on peut apporter les deux aspects pour aider votre enfant à grandir. Hein. Et donc, on s'est bien rendu compte que ça avait des effets très positifs sur les parents, sur les enfants. Donc ça me semble très important. Donc, pour reprendre la question, si vous voulez, sur un plan plus épistémologique, quand on dit neurosciences, ben, bien sûr qu'on est d'accord pour les neurosciences. Qui est-ce qui est contre les neurosciences? Il n'y a pas photo. Qui est-ce qui est contre la génétique? Personne. Mais on oublie que quand même l'enfant se développe avec une famille,
et ça que je sache, la famille n'est pas pour l'instant mise en équation de façon scientifique. Il y a évidemment des tentatives, mais c'est pas concluant. Et puis la société non plus n'est pas mise en équation, hein, et on voit bien que tous les économistes, tous les anthropologues, tous les gens qui réfléchissent à ces questions plus générales du groupe social ou sociétal, eh ben, ils sont aussi eux-mêmes soumis à des contraintes qui sont sans rapport avec la science exacte. Parce que c'est ça la question. Il y a la science exacte qui serait les neurosciences. Bon, quand on discute avec des neuroscientifiques sérieux, c'est pas une science exacte et de très loin, hein. Bon, le cerveau, c'est pas encore une science exacte et de très loin. Bon, mais admettons qu'un jour on y arrive. Ben, les autres sciences sont des sciences humaines, hein, la famille, le développement d'un enfant dans sa famille, dans l'interaction avec l'autre, etc. C'est un parcours corporo-psychique, c'est-à-dire que son corps se développe en lien avec le corps et le psychisme de ses parents ou de ceux qui s'occupent de lui. Et puis ces parents-là sont surdéterminés par le groupe social auquel ils appartiennent et la société dans laquelle ils vivent, la culture qui détermine leur société. Donc de faire comme si tout ça n'avait plus aucune importance et que seules les neurosciences vont aider à régler les problèmes de la pédopsychiatrie, c'est de l'imposture. Oui, on vous entend moins bien, monsieur Delion. Vous m'entendez? Ah, elle est... ouais. Bon, donc voilà, j'en étais rendu à Jacques Scott qui avait proposé une réflexion générale sur la psychiatrie et il parlait d'anthropopsychiatrie. Moi, je trouvais ça très important. Ah oui, C'est un mot ah très oui, oui, important oui. pour nous aujourd'hui, hein, vraiment. Bon, voilà. Oui, oui, c'est précieux. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Oui, oui. Oui, parmi les questions, alors, ces questions concernant la place, je sais que vous avez, enfin, pour ceux qui suivent cette affaire depuis longtemps, nous avons, enfin, les uns les autres, eu connaissance, en tout cas, des difficultés que vous avez pu rencontrer avec des associations de parents. L'idée, dans toute dans toutes votre parcours professionnel, vous avez vu effectivement monter un peu l'importance des associations de parents au sein des structures pédopsie notamment. Est-ce que vous avez là-dessus, je dirais, des réflexions concernant la portée et la façon dont tout ça s'est mis en place, et puis quelles sont les réflexions que cela a pu vous inspirer par rapport à la place des parents, parce que euh, euh, c'est aussi un point qui nous interroge, dans la mesure où il ne se passe pas de, de moments où les ARS ou bien le ministère nous rappellent qu'il faut absolument avoir en tête la place des parents et qu'il serait tout à fait inconvenant, voire même tout à fait contre notre position de pédopsie, de mettre à l'écart les parents, alors que dans la pratique, à aucun moment, en tout cas, je ne connais pas, moi, de pédopsie qui ait pu faire ce geste d'écarter les parents, et que toutes les fois que nous avons pu euh, rendre compte aux parents et de faire travailler les parents sur ce qui arrivait aux enfants, ça a été un des soucis majeurs de la pédopsychiatrie. Mais voilà, c'est un peu votre sentiment là-dessus, et puis votre idée au cours de toutes ces décennies d'évolution là-dessus. Ben, écoutez, Winnicott disait un bébé tout seul, ça n'existe pas, mais moi j'ai repris ça à ma manière en disant la pédopsychiatrie sans parents, ça n'existe pas, hein. Donc Bien depuis le entendu. début, j'ai travaillé avec les parents et ces parents sont devenus presque toujours des alliés très puissants dans la prise en charge de leur enfant, hein. Donc, si vous voulez, j'ai bien vu que progressivement, il y avait des parents qui étaient peut-être déçus par l'accueil de certains d'entre nous, hein, qui avaient été peut-être un peu durs avec eux, euh, un peu peut-être pas très à l'écoute de choses comme ça. Et ces parents-là en ont fait une généralité. Et donc, d'un seul coup, se sont mis à revendiquer que les pédopsies ne s'occupaient pas des parents, que c'était de leur faute qu'évidemment la psychanalyse était condamnée, puisque bon, certains ont dit moi je m'occupe de l'enfant donc je ne m'occupe pas des parents. Enfin bon, il y a eu sans doute des généralisations à partir de petits trucs regrettables et on peut comprendre que des parents soient devenus malheureux à cause de ces choses-là.
Mais évidemment, moi, je faisais depuis le début des réunions des parents de l'hôpital de jour dans lequel je travaillais, par exemple. Bon, ben, on pouvait traiter ces questions. Est-ce qu'il faut des médicaments? Est-ce que les parents, c'est leur faute? Etc., etc. On a traité toutes ces questions-là avec les parents au fur et à mesure, en consultation avec les enfants et les parents. Évidemment, on traitait toutes ces questions au fur et à mesure. Et comme je vous disais, c'était des alliés. Mais dès l'instant où des parents se regroupent, c'est ce qu'était la première scission de Sésame Autisme, hein, quand ça a donné Oui. Autisme France. La première scission a réuni des gens qui n'étaient pas du tout contents des pédopsychiatres qui s'occupaient de leurs enfants dans les hôpitaux de jour. Et il y avait une tendance déjà à rechercher des causes qui ne soient pas des causes, disons, familiales, psychologiques, sociales, etc., mais qui soient des causes génétiques et neurodéveloppementales. Eh bien, il me semble que cette division-là s'est quand même progressivement accentuée et que ont pris le pouvoir dans ces associations-là des parents quand même qui étaient très, très, très revendicatifs vis-à-vis de ces pédopsychiatres qui ne les écoutaient pas, qui ne cherchaient pas assez du côté de la science, etc. Alors, moi quand vous faisiez allusion à mon expérience personnelle, mais quand j'ai eu tous ces ennuis avec le packing, Oui. j'ai été confronté à des présidents d'associations, à plusieurs d'entre eux, qui étaient des gens d'une mauvaise foi ou d'une mauvaise foi formidable, hein, qui disaient avec une espèce d'arrogance incroyable, tous les parents se plaignent de vous, c'est invraisemblable que vous fassiez ça aux enfants, etc. Bon, et puis quand il a réussi à me faire convoquer par le Conseil de l'ordre pour me faire suspendre parce que je faisais du packing aux enfants autistes qui s'automutilaient gravement, une petite fille s'est arraché un œil et avait été guérie en quelques semaines par du packing. Enfin bon, on a quand même beaucoup réfléchi à cette question-là. Eh bien, quand on a été convoqué au Conseil de l'ordre, le président en question de l'association a dit, avec un sens du théâtre fini, euh, j'ai là tout un tas de plaintes de parents vis-à-vis de vous. Vous pratiquez la torture nazie sur ces enfants, c'est un scandale, il faut interdire ce soin, etc. Et le conseiller juridique du CHU de Lille qui me défendait, parce que moi j'étais vraiment novice dans la matière, hein, c'est a tout de suite demandé la parole au président du Conseil de l'ordre qui menait la discussion. Il a dit si Monsieur le Président ne retire pas immédiatement cette phrase ou qui peut m'apporter ne serait-ce qu'un nom d'une personne qui porte plainte contre le professeur de Lyon pour mauvais traitement ou pour des choses comme ça, je porte plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Bah, Oui. le type n'avait aucun dossier sous la main. Et donc, Oui. ça montrait que, en fait, les parents qui m'attaquaient sur les réseaux sociaux, enfin, j'en ai vu de vertes et pas mûres, étaient tous des parents que je ne connaissais pas. Et les parents qui me défendaient étaient les parents des enfants que j'avais soignés. Donc, ça illustre un peu, si vous voulez, le fait que cette utilisation par certains parents dans certaines associations de la haine contre le pédopsychiatre est quelque chose qui était manipulateur et qui était une utilisation stratégique pour disqualifier la pédopsychiatrie aux yeux des pouvoirs publics et de la population civile. Donc, moi, j'ai un très, très fort ressentiment vis-à-vis de ça, parce que les parents des enfants que je soignais m'ont toujours dit, mais pourquoi vous vous défendez pas en disant que, etc. Et moi, je leur ai dit, moi, je peux pas utiliser votre gentillesse, votre bienveillance, votre générosité pour me défendre vis-à-vis de types qui me connaissent pas et que je connais pas. Je ne peux pas vous prendre en otage comme parent pour ça. Donc, non, je ne le ferai jamais. Et Oui. donc, voilà, j'ai dû encaisser tout ça et fermer ma gueule tout le temps que ça a duré. Et bon, ben voilà, moi je pense que je ne pouvais pas utiliser ce que les parents me disaient de sympa pour me défendre vis-à-vis de ce que disaient des parents qui ne me connaissaient pas de pas sympa. Donc, Oui. il semble que là, il y a quelque chose qui s'est fracturé profondément entre les pédopsies et parce que ça n'est pas arrivé qu'à moi, bien entendu, et les associations de parents, en tout cas certaines d'entre elles, parce que par ailleurs, il y a des associations de parents comme la main à l'oreille, comme le rassemblement pour une prise en charge humaniste de l'autisme, etc. Enfin, avec Sadoun, tous ces gens-là, Mireille Battu, qui sont des associations de parents formidables, qui savent très très bien de quoi il est question et
qui ne sont pas contre les neurosciences, mais sont aussi pour la psychopathologie, le transfert et tous ces trucs-là, parce qu'ils savent bien, ça a aidé beaucoup leurs enfants et ça les a beaucoup aidés en tant que parents. Et c'est pas parce que on pose des questions aux parents sur mais depuis quand ça a commencé la maladie de votre enfant et que le parent répond bah, ça a commencé à peu près à cette époque-là et qu'on continue dans nos questions de pédopsie classiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Et le parent se dit d'un seul coup ah bah oui, j'étais parti une semaine en vacances avec mon mari, j'avais laissé mon enfant chez ma mère. Et c'est quand je suis revenu, au bout d'une semaine, je me suis dit, il n'est pas pareil qu'avant. Mhm. Et alors, la maman me regarde angoissée en disant, vous croyez que c'est de ma faute s'il est devenu comme ça? Mhm. Ils n'ont jamais attendu le moindre psychanalyse pour se culpabiliser de la maladie de leur enfant, les parents. Oui. Hein, Victor Hugo, dans La légende des siècles, dit l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Hein, donc la culpabilité, c'est bien avant Freud quand même, non? Bon, Oui. donc il y a quelque chose de très important là, à rappeler, c'est que dès qu'on explore un peu l'histoire de la maladie d'un enfant, bah forcément, les parents se culpabilisent, c'est normal. Et moi, je leur dis souvent, c'est normal que vous culpabilisiez, mais ensemble, il va falloir qu'on transforme votre culpabilité en responsabilité à nouveau. Alors, Mhm. je leur explique, la culpabilité, c'est la part dépressive de la responsabilité parentale. Voilà. Mhm. Hein, et donc, quand on peut travailler comme ça, bah, les parents, ils sont à fond partants pour que, justement, on soit ensemble pour aider leur enfant. Et ils ne cherchent pas des poux dans la tête des pédopsychiatres pour leur dire qu'ils n'ont pas fait tel cariotype spécialisé, je ne sais pas quoi, à la recherche de je ne sais pas quelle maladie. Hein. Donc, il y a une espèce de défiance qui a progressivement remplacé la confiance dans le lien avec les parents. Et ça, à mon avis, c'est terrible parce que les pédopsychiatres, même quand ils sont bien au fait de ça, ils ont fait une analyse, qu'ils ont quand même travaillé ces questions dans les groupes de supervision, dans les trucs comme ça, ben, ils ont quand même, quand ils voient un parent les regarder avec un air un peu suspicieux, ben, tout de suite, ils sont sur leur quant à soi en se disant qu'est-ce qu'il va encore me chercher celui-là, hein. Et je vois beaucoup de pédopsychiatres et d'équipes soignantes qui sont traumatisés par ce truc-là. Et Mhm. les parents ne se rendent pas compte que ça joue contre leurs enfants, ça. Bien Donc entendu. c'est vraiment terrible cette affaire. Hein. Je trouve que l'histoire des parents qui doivent être les alliés, en fait, ils se sont tirés des balles dans le pied en faisant ce qu'ils ont fait. Parce que ce n'est pas les neuropédiatres qui vont s'occuper des enfants autistes. Ce n'est Mhm. pas les neuropédiatres qui vont s'occuper des TADA. Ils prescrivent des médicaments et des examens complémentaires. Mais pour les prendre en charge toutes les semaines, etc., vous ne les trouverez jamais. Ils ne sont pas là. Mhm. C'est pas leur boulot. Hein. Et moi, j'en ai parlé ouvertement avec eux. C'est pas leur boulot. Et donc, les parents des enfants qui ont des pathologies graves, archaïques, etc., ils vont se retrouver dans des difficultés dans pas très longtemps, parce qu'ils vont bien se rendre compte que les thérapies cognitivo-comportementales, soi-disant, hein, efficaces dans ces maladies-là, en fait, ça dure un peu comme ça, mais à long terme, c'est pas aussi efficace qu'une prise en charge plus approfondie, telle qu'on peut les proposer quand on essaie d'intégrer les différentes formes de thérapie qu'on peut proposer pour un enfant, parce qu'on construit avec lui et ses parents un costume sur mesure. Hein, et ce n'est pas des protocoles de prêt-à-porter. C'est pas, ah, vous avez ce diagnostic, donc on va vous faire ça premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mhm. On le fait rentrer dans notre atelier de menuisier et ensemble, on va construire le petit objet qui va permettre que ça aille dans sa vie. Hein, donc, c'est très, très différent comme démarche sur le plan épistémologique de notre métier. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que c'est cette notion de transfert qui est passée un peu qui a disparu et qui effectivement a été évincée, y compris d'ailleurs le contre-transfert et sa version haineuse qui n'a jamais Ouais. été effectivement pris en considération. On en a là, je dirais, les conséquences absolument Oui. dramatiques pour les prises en charge des enfants. Ça a été vraiment une vraie catastrophe, cet abandon de ces notions aussi fondamentales, quoi. Oui, oui, oui. Bien Et entendu. alors là, j'en veux beaucoup aux politiques, parce que depuis Sarko, en gros, parce qu'avant, bon, ça allait encore, on pouvait parler, mais depuis Sarko et Hollande et Macron, se sont succédés des gens qui ont été chargés de ces questions-là, qui sont des personnes qui ont fait alliance avec les parents haineux
et qui ont fait ça contre la psychiatrie. Et on a vu disqualifier progressivement la psychiatrie, mais de façon éhontée. Enfin bon, c'est pour ça que j'en veux aussi aux pédopsychiatres qui n'ont pas su se défendre en disant au gouvernement, enfin, arrêtez vos conneries, vos alliances démagogiques, ça va bien. Bon, respectez un peu. Si les cardiologues vous disent un truc, vous faites ce que les cardiologues vous disent. Bon, pourquoi pour les pédopsies, vous faites ce que les parents vous disent? Bon, ça va pas. C'est vraiment une espèce de méconnaissance de la souffrance psychique gravissime. Bon. Et vous voyez, comme je le dis, c'est pas de droite ou de gauche. Les deux se sont plantés dans le même sens. Bon. Oui. Et donc, je pense que ce que vous évoquez sur le Sud-Aquitaine, qui concerne directement nos amis des CMPP, c'est vraiment le résultat de ce truc-là. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a effectivement, en tout cas, d'après nos collègues de la Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal d'associations qui ont emboîté le pas et Bien se sûr. sont mises à intégrer les cahiers des charges et avec les dégâts que l'on commence à percevoir sur le terrain. Bien sûr, c'est pas du tout pour faire avancer la prise en charge de l'autisme. C'est fait pour ficher en l'air tous les endroits où on pense encore de façon psychopathologique. Oui. Et j'ajoute transférentielle. Bon, donc voilà, c'est clair. C'est une stratégie. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelque temps, moi j'étais président de la WEM avec Sylvain Missoni à l'époque, on avait essayé de se rapprocher des CAMPS parce qu'ils essayaient déjà d'évincer les CMP dans la prise en charge des autistes petits-enfants. Oui. Et donc, on avait dit aux CAMS, vous ne faites pas avoir parce qu'ils sont en train de vous fourguer tous les petits bébés à risque autistes et les petits-enfants autistes parce qu'ils ne veulent plus que ça soit le CMPP. Les CAMS ne se sont pas rendus compte à cette époque-là qu'ils se faisaient avoir. Mais l'étape suivante, c'est les CMPP. Donc, vous faites des diagnostics, les prises en charge, après, c'est en libéral. Voilà. Et voilà. Tu parles. C'est on oublie totalement l'enseignement de la psychothérapie institutionnelle. C'est que toutes ces pathologies archaïques-là, si une personne toute seule pouvait s'en occuper, ça serait vachement bien. Mais sauf que ça n'existe pas. Une pathologie archaïque, il faut une équipe pour s'en occuper. Et une équipe, si elle ne fonctionne pas avec des principes du type psychothérapie institutionnelle, elle passe son temps à se cliver, à se foutre sur la gueule, à chercher le pouvoir. Enfin bon, vous connaissez toutes ces maladies infantiles des équipes. Donc, c'est effrayant de voir cette espèce de simplification abusive et débile que les gouvernements successifs mettent en place avec des larbins collabos incroyables, et tout ça pour faire de la démagogie auprès de quelques parents qui font entendre leur voix parano, mais au détriment de tous les autres, parce que vous avez sans doute observé que, évidemment, on parle que de l'Asperger. On ne parle pas du tout des autistes qui n'ont pas le niveau normal, autour de 100 comme QI, et pour ne pas dire ceux qui ont des autistes avec des détériorations mentales terribles. Oui. L'autisme, ce n'est pas Asperger. Oui. C'est pas la même chose. Bon. Donc là, il y a une espèce de méconnaissance incroyable. Bon. Alors, oui, on entend, et il faut savoir aussi que nous sommes nombreux effectivement à éprouver cette colère quand il est question de notre champ d'activité. Et d'ailleurs, c'est à ce titre d'ailleurs que l'idée de vous avoir comme ça, comme premier invité, c'était aussi à la fois vos coups de colère, mais aussi votre longue expérience et vos écrits qui ont éclairé plus d'un dans ce domaine. Une question aussi qui a été en tout cas un des soucis, enfin une question qu'a voulu poser mon collègue Lorenzo Benzi, est la suivante. Qu'est-ce que vous pourriez nous indiquer comme ça dans un temps relativement bref, évidemment, de cette interview, l'impact des nouvelles technologies dans ce que vous avez pu voir auprès des tout jeunes, des adolescents, et la façon dont vous avez peut-être voulu aborder ces retombées importantes. Alors, évidemment, concernant l'attention, entre autres, mais il n'y a pas évidemment que cela, mais voilà, c'est cette nouvelle façon d'aborder, en tout cas, cette incidence des technologies d'aujourd'hui sur le lien avec l'enfant. Oui. Comme tous les pédopsies, je pense on a évidemment assisté depuis, disons, une vingtaine d'années, plus encore depuis une dizaine d'années,
une modification profonde du rapport des enfants avec d'abord la télé dans la première période. Il y avait tout un problème avec les écrans. Vous voyez bien que l'addiction aux écrans était très importante. Et puis maintenant, avec disons, le développement du numérique. Bon. Alors le problème, c'est que on ne peut pas empêcher cette évolution parce qu'elle existe dans la société et les enfants, on voit bien qu'ils ont appris le monde avec la digitalisation des moyens de communication. Donc, c'est devenu consubstantiel à leur découverte du monde. Donc, ça serait malvenu de dire maintenant, bon, on arrête tout et on retourne dans une île déserte et on communique avec des signaux de fumée. Donc, à mon avis, il faut essayer de faire avec. Mais il faut peut-être tenir compte de quelques éléments qui peuvent être intéressants à travailler, non pas contre cette évolution qui est inéluctable, mais peut-être avec ou en essayant de la contrebalancer par d'autres types d'approches. Enfin bon, avec un bébé, par exemple, c'est assez clair, les gens comprennent assez facilement. J'ai fait beaucoup de réunions de parents, par exemple dans les écoles maternelles ou primaires, pour traiter cette question-là. Les parents comprennent assez vite que quand on voit son papa ou sa maman sur l'écran, comme on est en train de se voir là, il est en deux dimensions. Que, évidemment, la troisième dimension, qui est explorée par notre psychomotricité quand on est bébé, ben là, elle est finalement disparue, elle est réductible uniquement au regard. Donc, pour le petit bébé qui se développe normalement beaucoup avec sa psychomotricité, si on le met beaucoup dans une dimension qui est celle des surfaces, des adhésivités et du monde à deux dimensions, quoi, en gros, ben évidemment, son corps va être un peu laissé de côté parce que tout ce qui fait qu'on veut aller voir derrière l'autre avec son bras, avec ses jambes, etc., pour voir comment ça se met dans la troisième dimension, ben là, ça n'existe plus. Donc, on voit bien que rien que cette, on pourrait dire, problématique presque cartésienne, de passer de la deuxième à la troisième dimension, ben, c'est dans le développement du bébé un élément tout à fait essentiel. Bon, ben ça, les parents en général comprennent et alors ils comprennent bien après qu'il ne faut pas mettre leur bébé devant la télé jusqu'à 3 ans ou 4 ans parce que le risque est grand que ça nuise au développement psychomoteur. Alors ça, bon, c'est un argument qui est assez bien compris. Après, il y a la question de le numérique qui vient remplacer l'impression profonde que j'ai d'être avec un autre en présence. Et c'est le grand débat actuel, tous les trucs en présentiel ou en absentiel, en visioconférence. Bon, si on devait devenir amis, ce qui serait sympa, il faudrait quand même qu'on quitte cette position actuelle de la visioconférence, puis qu'on se rencontre, qu'on boive un coup de temps en temps, etc. On se rencontre en vrai et qu'on finalement découvre l'autre dans la troisième dimension. Et bon, la quatrième dimension névrotique de la temporalité fait évidemment partie de l'équation très rapidement après. Bon, il me semble que là, les gens comprennent assez bien ça en général que le numérique c'est bien, mais à la condition que ça soit un truc de substitution pendant les périodes où on ne peut pas être en présentiel. Donc, c'est le jeu du Forda en absentiel, ça ne marche pas. Le jeu du Forda en présentiel, ça marche. Parce que c'est parce que maman est présente et qu'elle me dit qu'elle va au théâtre avec papa et que je vais me consoler avec le petit objet qui est au bout d'une ficelle, que je supporte que sa présence qui était vraie devienne une absence que je vais pouvoir représenter par autre chose. Si ça ne marche pas comme ça, si elle me l'annonce en visio qu'elle va pas au théâtre avec papa, et pourquoi on ne reste pas en contact? Puisque tu vas être au théâtre, on peut continuer à se voir pendant que tu es au théâtre. Donc, la frustration, alors là, la castration symbolique, n'en parlons pas, mais la frustration, tous ces trucs-là, l'enfant ne l'apprend pas. Et on voit bien que ça va jouer au fond contre une dimension qui est aujourd'hui très en péril, la fonction limitante parentale dans le développement normal de la toute-puissance de l'enfant. Et donc, on voit bien que le numérique, de fait, est un moyen pour l'enfant de continuer à cultiver la toute-puissance sur le monde. Et à mon avis, ça ne rend pas service à son développement en tant qu'être doué d'une capacité d'intérioriser assez tôt
la catégorie philosophique de l'autrui dans son appareil psychique. Donc là, il y a un truc fondamental, à mon avis, qui ne se fait pas forcément bien dans la société numérisée. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à cultiver le présentiel. Donc voilà, il me semble, vous voyez que, alors, sur le plan concret, Martine Aubry m'avait demandé de faire un plan de prévention à Lille, dans les quartiers difficiles, pour traiter la question de la violence chez les enfants. Bon. Alors, on a fait ça, j'ai fait un petit bouquin il n'y a pas longtemps, préfacé par elle, Violence et enfance, qui raconte un peu cette expérience-là. Ben, on a travaillé beaucoup avec les parents des écoles sur la question des écrans. Ça a eu des effets très intéressants, mais on a travaillé beaucoup avec les enseignants et les animateurs qui s'occupent des enfants hors scolaire sur les créations d'ateliers philo dans les classes maternelles. Ah oui. En primaire, mais en maternelle. Et dans ces ateliers philo, on a découvert que les enfants pouvaient mettre au travail des questions qui étaient comment est-ce que je peux tenir compte de l'autre quand je suis là en présentiel en train de discuter avec eux, et que en fait quand c'est en visio, ben ça marche pas pareil et je peux pas dire la même chose aux autres parce que ce que je dis, je vois bien que c'est pas pareil quand ils me voient juste ma tête sur l'écran ou quand je suis là tout avec mon corps qui dit mon corps qui dit ce que je dis. Vous voyez que tout le langage infra-langage est aussi présent pour l'enfant dans ce qu'il est en train de raconter aux autres. Bon. Et on a constaté que, par exemple, au début des ateliers philo en septembre dans les classes maternelles, en grande section, bah, les enfants se lèvent, se mettent à hurler ou à gueuler ou à taper le voisin, etc. Et que 6 mois plus tard, le gamin parle quand il a le bâton de parole, et puis il commence ses phrases par « moi je pense que », etc. C'est-à-dire qu'il a intériorisé quelque chose qui se passe en présentiel. Et comme toute la question du numérique vient un peu chanter ce présentiel, on voit bien que ça joue contre ça et qu'en fait, là encore, la toute-puissance, quand elle n'est pas limitée par la fonction parentale, ben, elle évolue vers moi, moi, moi. Et comme le moi, moi, moi rencontre un autre moi, moi, moi qui veut la même chose, ben, c'est inévitable d'avoir la violence au bout du chemin. Et donc, il y a des moyens de prévention de ça, et c'est notamment le fait que le numérique, d'accord, pour un certain nombre de choses qu'on circonscrit, mais pour ce qui est le développement de l'enfant, on pourrait dire en tant qu'être social, ça, le présentiel est absolument nécessaire. Donc, oui, il me semble que c'est intéressant de prendre ça pas sur un plan idéologique, mais sur un plan, vous voyez, concret, développement de l'enfant, etc. Parce que nous, les pédopsies, c'est vraiment à ça qu'on assiste. Et je crois que c'est très important de relier ces événements-là avec toute cette question de la toute-puissance infantile actuelle. Mais cette expérience à Lille se poursuit-elle? Est-ce que Oui, ce que oui. vous avez mis en place avec évidemment la municipalité, est-ce que cette expérience, elle se poursuit et comment tout cela est relayé auprès Oui. des enfants et des écoles? Ben, ça se poursuit parce que tous les lundis, une fois par mois, j'ai une réunion avec tous les intervenants des quartiers difficiles dans lesquels je travaille, Oui. dans lesquels j'ai travaillé et je continue à travailler. Et puis, je fais une réunion à la mairie chaque 2 mois, 3 mois, de tous les quartiers qui se sont engagés là-dedans et on fait le point sur ce que ça devient, comment ça évolue, ce qu'il faut développer, etc. Donc, on continue à faire ça et régulièrement, on fait des états généraux au niveau de la ville de Lille pour justement informer les gens de tous ces trucs-là. Et on voit bien que ça a des effets progressivement sur les gens. Ça, je crois que c'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres municipalités? Est-ce que cette expérience a pu séduire d'autres régions? Parce que je trouve ça tout à fait intéressant d'allier à la fois la municipalité, le corps de l'enseignement et les pédopsies. Est-ce que cette idée, très belle idée, a des échos dans d'autres municipalités? Ça a des échos dans des municipalités de la région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Oui. qui est un peu étendue. Ça a des échos dans d'autres villes, mais si vous voulez, quand il n'y a pas un acteur sur place qui est vraiment convaincu qu'il faut être là, faire la prévention, rencontrer les gens qui connaissent depuis 15 ans, etc. Donc, ça a assez peu d'écho, mais il faut dire que la formation des pédopsies récentes
va plutôt dans le sens, et les consignes gouvernementales. Moi, Mmh. j'entends très souvent des équipes dans lesquelles je fais des supervisions me dire, vous savez, ils n'arrêtent pas de nous dire, arrêtez de faire des réunions, ça sert à rien, faites des actes, hein, vous faites plus d'actes, hein, c'est C'est ça qu'on a besoin. Mmh. Donc tout ce qui est, vous voyez, discussion avec les citoyens, prévention, etc., c'est complètement disparu de la formation, malheureusement, hein. Donc ça, Mmh. alors que c'est un des éléments essentiels de la pédopsie, hein, la prévention, c'est énorme. Mmh. Le Oui. travail qu'on fait avec un enseignant, par exemple, c'est énorme pour l'enfant qui va accueillir, hein, voilà. Mmh. Mmh. Bon, Monsieur de Lyon, il y aurait tellement de choses à dire et effectivement, le format qu'on a en tête, c'est effectivement quelque chose qui, enfin, un format d'une heure, vous voyez, à peu près, pour qu'il y ait effectivement les différents intervenants. Bon, vous êtes le premier, comme je vous l'ai dit. D'autres, évidemment, vont se mettre sur la liste. On va les interroger et les interpeller. Bon, écoutez, en tout cas, Monsieur de Lyon, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation. Euh, on vous donnera en tout cas des nouvelles et on vous soumettra effectivement ce découpage pour que vous nous donniez votre accord sur ce que nous avons retenu. Une bonne partie, en tout cas, de vos propos seront retenus, ça je vous le dis. Et en tout cas, encore une fois, mille merci pour ce que vous avez entrepris durant tout ce parcours et puis aussi vos écrits et à vous dire en tout cas bientôt à vous retrouver dans Est-ce que, d'autres est-ce circonstances. que je peux vous demander une petite seconde ce que ça devient l'histoire du Sud-Ouest? Est-ce que ça s'est calmé ou est-ce que ça continue? Alors, à ma connaissance, en tout cas, il y a eu des retours d'assemblées qui, à ma connaissance, n'ont pas trop entamé la dialectique de l'ARS. C'est-à-dire que je pense que nos collègues sont toujours à demander quelques explications. Je pense qu'il y a des foyers de résistance, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. Je n'en sais pas plus, quoi. Voilà. Bon, Voilà. enfin, je suis solidaire de leur combat en tout cas. Ouais. Écoutez, merci pour eux. Merci encore, Monsieur de Lyon. Et puis, à vous voir bien vite dans d'autres circonstances. Au revoir Ouais. et encore merci. Merci à vous. Merci à vous Merci, au deux. revoir. Au Au revoir. revoir.